Bien. Alors, nous allons aborder la deuxième moitié de cette matinée avec des exposés concernant, des points de vue venant d'Italie et du Portugal. Alors, venant d'Italie, je remercie ma collègue et amie Ota de Leonardis d'avoir bien voulu contribuer à ce colloque. Ota de Leonardis est professeur de sociologie à l'université de Milano Bicocca, qui est une des universités très prestigieuses en Italie. Elle a été professeure invitée à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Elle est présidente du conseil scientifique de l'Institut d'études avancées de Nantes. Et elle s'est intéressée dès les années 90 aux changements de l'État social tels qu'ils ont été causés par la reconfiguration néolibérale du gouvernement. Alors, elle a publié de très nombreux ouvrages, comme tous les contributeurs à ce colloque. Mais maintenant, grâce à Google, vous retrouverez sans peine les bibliographies des uns et des autres. Elle a publié notamment en 2002 un livre qui s'appelle In un diverso welfare, welfare étant un mot italien, chez Feltrinelli. Et je dois aussi à Ota d'avoir découvert un texte très éclairant qu'elle a commenté, qui est le texte, ce petit conte philosophique de Abbott, Flatland, un monde plat, sur lequel Ota a écrit, j'ai essayé de la convaincre qu'il fallait faire même un petit livre de commentaires, parce que cette fable est une sorte de métaphore du monde dans lequel où nous vivons. J'ai eu l'occasion de l'évoquer dans mon cours. Alors, on va explorer la platitude du monde contemporain vu de l'Italie par un exposé qui s'intitule « Perspectives méditerranéennes sur les solidarités en Europe ». Donc, Ota, merci encore. Tu as la parole. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous. Oui, c'est bien de l'Italie que je parle, c'est-à-dire l'Italie qu'à la suite des élections politiques, du programme du nouveau gouvernement dit populiste, je dirais de droite extrême, et des premiers actes de ce gouvernement à l'égard de la question des migrants, c'est de ce point de vue qu'on peut voir que l'Italie a, disons, provoqué un saut de qualité dans la mise en question de la solidarité en Europe. Mais je ne vais pas parler de l'actualité, ni céder au sentiment d'urgence que cela me provoque, car je pense qu'il faut au contraire prendre de la distance et voir si on peut identifier des points de fond, des racines de ce qui s'est passé en Italie, par ce renversement d'une sorte d'explosion de la désillusion du peuple italien à l'égard de l'Europe. Et bon, parce qu'il faut rappeler, je pense, que l'Italie a été un des pays fondateurs de l'Europe avant même la fin de la guerre. Je me réfère au manifeste de Ventotene de Spinelli, mais aussi, disons, un fondateur convaincu et enthousiaste envers l'Europe, à la lumière de l'expérience du fascisme, et en étant l'Italie, ça c'est important, je pense, à la frontière entre les deux blocs à l'époque, qui
qui était une position dans laquelle il lui fallait à l'Europe avoir de l'autonomie dans sa position dans l'atlantisme par rapport aux États-Unis. Et donc, il y avait disons, une orientation convaincue sur la nécessité d'une Europe sociale, même aussi de la part de disons, des partis de gauche, le Parti communiste, le premier, qui était le plus puissant parti communiste de l'Occident à l'époque, et qui avait appris la leçon de la Grèce, la guerre civile et la dictature. Donc, il y avait une prise de position convaincue à l'égard de l'Europe comme base pour une démocratie sociale. Et ça, c'est maintenu comme un fil de fond, comme une perspective, une promesse qui est résultée encore très vivante, vous voyez, dans le référendum de 1989, le référendum dans lequel les Italiens devaient opter pour un passage de souveraineté au Parlement européen pour la construction d'une constitution européenne. Les résultats étaient, à la lumière d'aujourd'hui, absolument frappants parce qu'il s'agit d'une adhésion convaincue, une participation très haute aux élections et une adhésion convaincue à cette perspective. Mais donc, il faut penser que c'est sur ce fond d'européisme convaincu et diffusé qu'il faut mesurer disons, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est-à-dire le changement complet d'orientation envers la solidarité en Europe. Je pense qu'il faut aller voir le processus, l'histoire de ce changement d'orientation qui commence assez tôt. C'est un processus qui affecte le principe lui-même de la solidarité en Europe. Je vais souligner trois passages, trois aspects de cette mise en question de la solidarité. Avant tout, il y a eu un processus de mise en question de la solidarité nationale, c'est-à-dire la solidarité publique fondée sur la fiscalité générale, par, premièrement, un processus de fritement des protections sociales. Sur le travail, sur le droit de travail, je ne m'arrête pas parce que la reconstruction que Maria Casas a faite est encore une fois tout à fait correspondant à ce qui s'est passé en Italie, sauf que je dois souligner, disons, le caractère précoce de ce qui s'est passé en Italie. C'est-à-dire qu'en Italie, on a commencé officiellement, disons, à parler de crise de l'État social au début des années 80, qui accompagnait la mise en question, disons, c'était la fin des 30 glorieuses, comme on les appelle en France, et l'idée qui est passée que l'État social, c'était un luxe qu'on ne pouvait plus se permettre. Et donc, là, on a commencé un processus de réduction en même temps des droits sociaux et des ressources pour les politiques sociales au sens large, c'est-à-dire sécurité sociale, santé, etc. Habitation aussi, etc. Donc, il y a eu des investissements sur le service public dans les années 80 déjà. Le même pour ce qui concerne le droit du travail, peut-être que les dates
de la fin de l'indexation, c'est ce qu'on dit, hein, indexation des salaires, remonte à 1984 et elle a été abolie complètement. Mais il y a encore à voir aussi quelque chose de, à mon avis, plus profond, c'est-à-dire le fait que les protections, le système de protection sociale a été assumé comme un terrain stratégique pour réorganiser, pour un changement de l'architecture institutionnelle de protection sociale et plus en général de l'État et de l'action publique, de la puissance publique, comme on dit en français. Et je résume ce changement-là dans le mot managérialisme, c'est-à-dire l'orientation vers un État managériel, selon les principes du néolibéralisme, qui commence très tôt en Italie, parce qu'on a l'institution de la loi de bilan déjà en 1998, et avec le changement de la comptabilité de l'État très tôt, qui va terminer en 2012 avec la subordination de tout principe et de tout droit social à l'impératif de la parité de bilan, de l'équilibre de bilan. Dans la Constitution, l'insertion de ce principe dans la Constitution. Il faudrait parler de comment on emploie la Constitution de ce temps-là, mais ça c'est un discours qu'on pourrait faire dans la discussion si l'on veut. Donc ce que j'appelle le managérialisme est passé par la réforme de l'administration publique qui a comporté la transformation en entreprise du service public, l'externalisation des fonctions publiques, la contractualisation, la privatisation et la création d'un marché social, ou que je dirais un marché sur le social. Il y a encore un autre aspect dans cette mise en discussion de la solidarité nationale, c'est-à-dire la désarticulation territoriale de la solidarité. Car il y a eu une réforme encore de la Constitution en 2001 qui a dévolu les responsabilités en matière sociale aux régions et aux collectivités locales. Ce qui a provoqué, disons, un processus qu'en Italie on appelle de décentralisation de la misère. C'est-à-dire les collectivités locales sont d'un côté surchargées de responsabilités, toutes les responsabilités qui concernent les problèmes sociaux de tout type, y compris les migrants, d'un côté. Et de l'autre, des coupes vraiment dramatiques des financements de la part de l'État central, jusqu'à 80% de baisse des financements. Cela pour un côté. Pour un autre côté, cette décentralisation a emphatisé la perspective d'une réactivation de la société civile à niveau local pour créer une démocratie participée à niveau local, etc., mais qui a en effet provoqué, disons, a ouvert en Italie quelque chose qui est sédimenté pour le bien et pour le mal historiquement, qui est, disons, l'investissement sur les solidarités de proximité locale, etc., par, disons,
la croissance d'un sentiment d'appartenance à des petits nous identitaires, territoriels. Mais disons, alors, ça c'est le premier point, c'est-à-dire la mise en question de la solidarité nationale. Mais ce n'est pas tout. Le fait, c'est qu'aussi, il faut mettre en lumière un changement dans le sens même du mot solidarité, qui en Italie est, je crois, très fort à la suite de ce transfert vers le privé non-profit, la société civile, des responsabilités de l'aide sociale en général, ce qu'en Italie on appelle le tiers secteur, pas marché, pas État, un tiers sujet, qui est une sorte de mélange entre le non-profit à l'américaine et l'économie sociale française. Mais ce n'est pas l'économie sociale française. Aussi car il faut ajouter le fait que, disons, dans ce monde qui n'est pas ni le marché ni l'État, il y a eu une très grande reprise du protagonisme de l'Église catholique et de sa tradition anti-étatiste, est-ce qu'on peut dire, anti-étatiste, qui a, disons, pénétré très profondément et réactivé des valeurs qui ont assez peu à faire avec le principe politique de la solidarité. C'est plutôt la solidarité morale, la solidarité comme valeur personnelle qu'on peut choisir de suivre ou pas. C'est une question de conscience et non pas d'institution. Il faut que je le dise parce que lorsque je sens, et je le comprends bien et je suis d'accord en général, mais on ne peut pas trouver dans l'activation et la solidarité de la société civile aujourd'hui la réponse à l'effritement de la solidarité nationale ou en général institutionnelle. Et en Italie, ça c'est bien clair. Deuxième point, la reconfiguration de la solidarité a trouvé un autre passage très important dans la conditionnalité que l'Europe, ensemble à tout le reste que j'ai déjà raconté, a imposé. Une conditionnalité qui est en même temps stricte et qui assume la forme que j'ai placée dans ce mot d'ordre. La solidarité, il faut la mériter. C'est un problème de mérite. Cela, on le voit à un niveau micro, disons, dans les politiques nationales et locales, dans la subordination de l'aide aux gens, à la condition qu'ils s'activent d'une façon ou dans l'autre. Mais on le voit très bien à un niveau macro aussi, c'est-à-dire à un niveau européen, là où un pays doit démontrer de mériter l'aide de l'Europe, comme la Grèce et comme l'Italie aussi. Je dirais que cette solidarité a disons, une allure comptable, une consistance comptable, budgétaire. C'est une question de budget, de créanciers et débiteurs. Et c'est, disons, l'orientation dans laquelle on voit bien que la solidarité qu'il faut mériter, disons, correspond à l'acceptation d'un lien d'allégeance, comme le dirait Alain ici. L'acceptation d'une subordination
avant tout économico-financière, mais pas la dépendance économico-financière, devient une dépendance à l'égard des valeurs et des fins politiques qu'on veut poursuivre. Bon, sur ce fond qui commence dans les années 80, j'insiste, c'est un processus qui commence assez tôt, plus tôt qu'en France en tout cas, je pense, qu'il faut poser, il faut faire place à la question migratoire. La question migratoire qui, encore une fois, disons, arrive à se poser en Italie, je ne parle pas des dernières années. La question commence bien avant, elle s'intersecte, disons, les flux migratoires montent au même temps que l'effritement des protections sociales. Et on arrive au climax de ça avec l'austérité des années 90 et l'austérité ensemble à l'émergence migratoire. Donc, il y a une situation de ce point de vue, se configure une situation en potentiel de guerre entre les pauvres pour les solidarités. D'autre part, en même temps, on voit que l'Italie, qui a été un pays d'émigration depuis toujours, il est devenu un pays d'immigration, mais à nouveau, on voit qu'on recommence c'est un pays qui va être à nouveau un pays d'émigration, surtout des jeunes. Ce n'est pas la fuite des cerveaux seulement. Nous, on l'appelle les jeunes universitaires qui s'en vont, hein, les chercheurs, etc. C'est plus général. Il y a aussi un processus migratoire interne et vers l'extérieur, vers d'autres pays d'Europe. Donc ça, alimente le mythe de la substitution, le mythe raciste de la substitution. Et enfin, il faut considérer que l'Europe a manqué de solidarité envers l'Italie et envers la Grèce aussi, comme on disait avant. Et ça, c'est officiel, je ne reste pas là, c'est évident, ça. Tant plus que, disons, nous voyons en Italie que la plupart des gens qui arrivent, s'ils y arrivent sur nos côtes, voudraient tout simplement passer. Je vous laisse ici lire un morceau d'un poème de Niki Giannari, c'est un poète grec. Ça, c'est tout simplement un morceau qui nous dit quelque chose à ce propos. Mais je ne veux pas, disons, on peut expliquer ce que s'est passé avec les élections et le changement d'orientation du peuple italien par cette situation explosive de contradiction, de pression de flux migratoires d'un côté et du bloc de l'Europe de l'autre côté. Mais je pense que surtout il faut utiliser cette circonstance comme une opportunité, comme une occasion pour repenser les solidarités, la solidarité en général et les solidarités en Europe en particulier. C'est-à-dire que je ne peux pas penser en termes de quoi faire, sinon, en vous proposant quelques lignes sur quoi penser, quoi repenser, tout simplement, un peu en général, en profitant de ce réactif-là, qui est
les migrations, qui sont un processus structurel, pas contingent. Donc, il faut s'armer. Il faut s'armer pour en tenir compte dans le repensement complexe de la question de la solidarité. 5 minutes, ça va? 3? Alors, au premier, il y a bien une question de frontières. C'est évident. Alors, quelle est la frontière des solidarités en Europe? Où s'arrête la frontière des solidarités européennes? Sur les côtes italiennes et grecques, un peu plus en là, en Libye, en Niger. Où est-elle, cette frontière? Et encore, à quel principe de solidarité correspond une frontière armée? 3. Un principe institutionnel de solidarité demande en tout cas des frontières et des territoires. Je ne sais pas, mais c'est une question que je voudrais poser. Et quoi faire de la multiplication des frontières dedans le pays? Les frontières entre ces solidarités communautaires, des petits nous qui sont orientés à leur clôture contre l'autre, qui que ce soit. Deuxième, les migrations sont d'autre part, disons, le terrain privilégié pour le développement et l'épanouissement des capacités de solidarité de la société civile. On l'a vu, on le voit, on l'apprécie beaucoup. C'est fondamental, c'est une des raisons pour espérer encore un peu. Mais, disons, il faut faire attention au fait que la solidarité envers les migrants comporte, disons, une mise en question des normes. Parce que, disons, on arrive à ce qui a été popularisé comme délit de solidarité. Le délit de solidarité nous oblige à penser, parce que nous rappelle, disons, on pourrait remonter à Antigone et Créon, mais bien plus récemment, il nous rappelle la période dans laquelle il fallait sauver des gens des dictatures et de massacres de masse. Enfin, le noyau le plus dur pour repenser la solidarité à la lumière des migrations, c'est le fait qu'il faut se demander quelle est la limite de la solidarité par rapport à l'histoire. Disons, il y a d'un côté un développement d'une réflexion sur la solidarité à l'égard de la nature et de l'environnement. On a parlé hier de ça. Mais du côté de l'histoire, il faut penser aussi quel est le statut de la solidarité. Il faut se rappeler que s'il y a des migrations, et pas seulement ici, mais dans tout le monde, cela nous concerne historiquement, car cela dépend d'une relation d'échange inégal entre les pays riches et les pays pauvres. Et pour ne pas parler des effets du global warming, de l'effet climatique de désertification d'un côté, de crise de l'agriculture massive, par exemple en Afrique, et des guerres que nous, on a déclenchées. Donc, nous, on a des responsabilités directes
ou indirecte des co-responsabilités, si vous voulez, mais ça, c'est la solidarité, c'est un lien insolido qu'il faut rappeler. Merci. Merci beaucoup, Ota. Ton exposé me rappelait le fait que tu avais décelé très tôt, à partir justement de la métaphore du monde plat, de Flatland, le fait que l'effacement de la verticalité des États au profit de l'illusion d'un monde qui pourrait être uniformément plat ferait inévitablement surgir des murs. Donc il y avait ce mouvement, et ça tu l'as écrit il y a plusieurs années, et on le voit se déployer sous nos yeux, ce qui prouve que les travaux en sociologie méritent grande attention aussi. Alors nous allons maintenant passer au Portugal. Je remercie beaucoup Antonio Monteiro Fernandes d'être venu de Lisbonne, où il enseigne à l'Institut universitaire de Lisbonne. Antonio est l'un des grands spécialistes de droit du travail au Portugal, et il s'intéresse en particulier à l'impact des réformes du droit du travail sur l'économie et l'emploi. Il est l'auteur d'un classique de droit du travail qu'en est à sa 17e édition, si je suis bien informé. Et il a écrit aussi, vous trouverez des sources en langue française, notamment dans la revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, cette excellente revue de nos collègues bordelais. Donc, Antonio, bon, pas plus de 30 minutes, si on veut qu'il nous reste 15 minutes de discussion, ce serait bien. Je fais appel à ton sens de la solidarité.